Bonjour à tous, Smartech lance une série en 5 épisodes. On va se poser la question de notre dépendance technologique aux technologies américaines. Épisode 1, aujourd'hui, dans les infrastructures, on va regarder ce qui se passe du côté des data centers, des réseaux et du cloud. Je vous donne également rendez-vous avec le monde du libre. Également aujourd'hui, on va parler cette fois de satellites et d'open source. Mais d'abord, 3 questions sur les marques et les réseaux sociaux. On va voir comment réussir à obtenir ce Graal, comment briller sur les réseaux sociaux. C'est tout de suite 3 questions là. Comment briller sur les réseaux sociaux? On en discute tout de suite avec Kentan. Bonjour. Bonjour Delphine. Vous êtes directeur de Story Paris, c'est une agence qui est spécialisée dans la création de contenu digital, filiale du groupe Mob Success. Vous avez publié 2 classements pour nous dire quelles étaient les marques les plus visibles, les plus performantes sur les réseaux sociaux. Alors sur YouTube par exemple, quelles sont les marques les plus performantes? Tiens. Les marques les plus performantes, ce sont des marques qui ont compris la grammaire de la plateforme, mais également les usages, les attentes de leur audience. On peut citer en numéro 1 Decathlon. Decathlon qui se trouve être un client qu'on accompagne, mais promis, ce n'est pas truqué. Le classement est issu d'une formule qui a été créée il y a quasiment 5 ans, qui a évolué et qui est mis à jour chaque trimestre pour venir mesurer la performance de plus de 800 comptes de marques sur le territoire, sur le marché français. Donc là, vous nous avez cité une marque et une stratégie très globale, hein, c'est-à-dire qu'ils ont compris les codes de YouTube. Est-ce que c'est très différent, par exemple, sur TikTok? Alors, il y a des points communs. On ne retrouve pas les mêmes marques? On ne retrouve pas forcément les mêmes marques. On ne retrouve pas forcément le même degré de maturité et le même investissement stratégique. Pour le dire autrement, sur le classement YouTube annuel 2024, c'est une plateforme hyper concurrentielle. C'est aussi une plateforme un petit peu délaissée par les marques. Vous n'avez sur les 800 qu'à peu près 20% de ces comptes de marques qui atteignent la moyenne. Donc on donne un score de 0 à 100. Bon, atteindre la moyenne, c'est déjà pas mal, vous me direz. Oui. Mais il y a quand même un retard pour plusieurs centaines de marques derrière. Là où sur TikTok, vous avez un engouement majeur depuis 4-5 ans. Mais cet engouement, il se traduit souvent par faire des vidéos pour faire des vidéos, obtenir des vues, très bien. Mais à quelle fin? Donc il y a un enjeu de mesure de l'efficacité très souvent pour ces entreprises qui, parfois vont se lancer, vont mettre une équipe, une alternante, un stagiaire sur le projet. Et ça ne va pas forcément transformer sur le long terme. Alors justement, comment est-ce qu'on peut mettre ces algorithmes au service d'une stratégie de marque? C'est une bonne Comment on question. joue avec? Alors, il faut d'abord rappeler le poids de cette plateforme et leur complexité croissante. YouTube, ça a 20 ans. Instagram, qu'on sort en termes de classement dans quelques semaines. Instagram, ça a 15 ans. TikTok, bientôt quasiment 10 ans. Bon, la réalité, c'est qu'il n'y a personne qui rentre du boulot le soir en disant « Ah, j'ai hâte, je vais me précipiter pour voir derrière publicité de telle marque. » Pourtant, les audiences, elles ont des usages. Et les marques, elles ont un territoire d'expression, elles ont des histoires à raconter, des produits, des services à valoriser. Donnez-nous un petit truc comme ça qu'on puisse partager avec nos téléspectateurs. Alors, un petit truc, ce serait de considérer votre contenu au travers de 3 grandes étapes, 3 grands blocs de contenu qu'on peut construire. C'est ce qu'on appelle chez Story Success la matrice Help, Hub, Hero. Prenons Decathlon. Vous avez tous peut-être un jour tapé un mot-clé pour apprendre un sport, pour utiliser un produit. Vous allez taper un mot-clé sur un moteur de recherche. Ça peut être sur YouTube, sur Google, sur TikTok. Vous allez tomber sur ce contenu Help qui donc génère du référencement. Deuxième étape, le Hub, on va créer un rendez-vous. Pour la marque, c'est donc, comme pour Smartech, avoir un rendez-vous régulier avec ses codes, avec une promesse éditoriale spécifique à la marque. Troisième étape, le contenu Hero. Pensez les JO, pensez collaboration avec des influenceurs. Des formats forts, puis coûteux à produire, mais qui vont générer un pic de visibilité sur l'ensemble des contenus. Un peu de l'événementiel, finalement. De l'événementiel, complètement. Et comment est-ce qu'on anticipe les évolutions de ces plateformes sociales? Parce que ça bouge beaucoup. Alors, on le sait pour le référencement sur Google, mais c'est pareil avec les algos des réseaux sociaux, j'imagine? Oui, complètement. Alors, on a parlé de concurrence, c'est du point de vue des marques, mais c'est également du point de vue des plateformes entre elles. Oui. Elles se copient, elles innovent, et le YouTube d'il y a 15 ans, l'Instagram d'il y a 10 ans n'est plus du tout le même. Et ce sont ces évolutions que chez Story, on décrypte au travers des Story Charts, justement. À la base, ces classements trimestriels, c'est surtout un outil interne. Oui, pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne plus, finalement, dans le temps. Pouvoir identifier ces bonnes pratiques, les répliquer sur nos propres clients, faire la rencontre entre la théorie et le terrain. Et on se rend compte, par exemple, aujourd'hui, que le rôle des formats vidéo en vertical, que ce soit sur YouTube Shorts,
Instagram Reels ou TikTok bien sûr, sont capitales. Et d'ailleurs, les comptes qui grandissent le plus sont des formats qui capitalisent sur le format vertical. Mais alors, est-ce qu'on peut être bon sur toutes les plateformes sociales? Alors, on peut, mais il faut aussi on se fait des vidéos verticales, hop, et on va être bon partout? Il faut aussi comprendre les codes de chacune des plateformes et leurs forces. TikTok, on va être sur la plateforme de la niche, de la connivence, de la communauté, un petit peu comme sur YouTube où il y a cette notion de communauté. Mais sur YouTube, on va très souvent être sur du conseil, du pratique, du tutoriel, si on revient sur les mots-clés. Donc, pouvoir venir nourrir l'audience avec une expertise qui doit être racontée de la bonne manière par l'annonceur. Là où Instagram reste une vitrine, mais une vitrine ancrée dans le quotidien des Français. Instagram, c'est 180 sessions d'utilisation. On ouvre son application dans un mois donné de manière très très régulière. Pour les marques, ce sont d'autant de points de contact pour venir créer ces petites interactions, ces sondages, ces questions-réponses en stories, pour fidéliser. Merci beaucoup de nous avoir donné quelques informations pour pouvoir être meilleur, plus performant quand on est une entreprise et qu'on veut faire briller sa marque sur les réseaux sociaux. Kentan, je rappelle que vous êtes directeur de l'agence Story Paris. Merci encore. C'est l'heure pour nous d'entamer notre première série de débats. On va parler de l'indépendance technologique française et européenne avec un focus aujourd'hui sur les infrastructures. Smartech lance une série de débats, de réflexions autour de la dépendance aux technologies américaines. Peut-on en sortir? C'est la question qu'on va se poser sur 5 épisodes. Premier épisode de cette série, on va regarder ce qui se passe du côté des infrastructures, dans les data centers, dans le cloud et sur les réseaux. Pour en parler, Nicolas Aubé est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le CEO fondateur de Céleste, qui est un opérateur télécom, cloud et cybersécurité, fournisseur d'accès à Internet pour les entreprises. Merci d'être avec nous. À côté de vous, Guillaume Renaud. Bonjour. Bonjour Delphine. Vous êtes expert du cloud public et du cloud de confiance. Vous dirigez la practice cloud business transformation et les offres autour de l'IA générative pour l'IT chez Capgemini Invent. Alors, de quoi parle-t-on déjà quand on parle d'infrastructure? J'ai donné 3 mots-clés, mais enfin, plus précisément peut-être. L'infrastructure, on va dire, c'est la fondation de la maison, c'est la fondation du système d'information. Donc dans un système d'information, qu'est-ce qu'il va retrouver dedans? C'est premièrement le réseau, il y a besoin d'avoir un réseau pour accéder à son système d'information. Ensuite, effectivement, les data centers ou le cloud. Et à l'intérieur de ces data centers et de ce cloud, on va retrouver généralement des serveurs, du stockage, des puces. Voilà. Et c'est tout ça qui forme l'infrastructure sans lesquelles il n'y a pas de système d'information, il n'y a pas d'application. Et donc on retrouve des acteurs quand même assez variés finalement. Exactement. On retrouve beaucoup d'acteurs, à la fois des industriels, des équipes d'éditeurs de logiciels, des équipes d'infrastructures qui font des serveurs. Voilà, donc on retrouve beaucoup d'acteurs et qu'il faut intégrer pour fournir une solution aux clients. Et alors pour poser tout de suite la question, quel est selon vous notre niveau de dépendance aujourd'hui aux technologies américaines dans ce registre, dans ce domaine des infrastructures, Nicolas? Moi, je dirais que c'est une bataille qu'on n'a pas perdue, qu'on a gagnée. Parce que l'infrastructure... Il y a 2 camps. Il y a ceux qui nous disent c'est fini, c'est trop tard. Et effectivement, des choses où c'est moins facile. Mais dans l'infrastructure, en France, on est très fort. On a construit des infrastructures magnifiques. Rien que les villes françaises, le réseau routier, le train, les aéroports. Et puis aujourd'hui, le réseau de fibre. Ouais. Je pense qu'on va être fiers en France d'avoir un réseau de fibre qui est performant. C'est vrai qu'on était en retard il y a quelques années, mais grâce à l'effort de tous, privés, publics, les opérateurs, les collectivités, maintenant on est en avance. Et je pense qu'on n'a pas à rougir de notre réseau de fibre par rapport à nos voisins européens et par rapport même aux Américains. L'infrastructure, elle est forte. Même les data centers. Les data centers en France, ils sont performants, modernes, robustes. La France est un pays d'accueil des data centers grâce au prix de l'énergie l'électricité qui est assez bas, grâce aussi aux grandes entreprises d'infrastructure. Quand on regarde Vinci, Eiffage, toutes ces entreprises, ces géants, c'est des géants mondiaux français. Dans l'infrastructure. Donc on n'a pas à rougir et même Céleste, qui est un opérateur de fibre optique, peut avoir une infrastructure très, très costaud. Et quelque part, les étrangers, les Américains, n'ont pas réussi à... on n'a pas d'opérateur de fibre américain. On n'a pas ce marché de la fibre optique, des infrastructures, il est resté français. Donc c'est quand même une grande victoire déjà. On peut dire que dans ce domaine, on est encore des champions du numérique. Exactement. C'est important de le rappeler.
Pour autant, ça m'intéresse de savoir quand même de qui on dépend du côté des infrastructures. Quels sont les grands fournisseurs américains dont on dépend? Donc, comme je disais tout à l'heure, en fait, il y a plusieurs couches dans l'infrastructure et c'est vrai qu'on va retrouver systématiquement dans chacune des couches un leader américain. Dans le réseau, on va penser à une société comme Cisco, par exemple. Dans le domaine des serveurs, on va penser à des acteurs comme HP. Dans le domaine des puces, on va penser à Intel ou Nvidia. Dans le domaine du cloud, on va penser à Microsoft, à Amazon, à Google. Effectivement, à chaque fois, le leader mondial, c'est un acteur généralement américain qui a eu une vision globalisante. Donc j'adresse l'ensemble des marchés et c'est là leur force. Mais ce qui ne veut pas dire, comme tu disais, qu'on n'a pas des acteurs français et qu'il ne faut pas y croire, qu'on n'a pas des acteurs européens. Mais il est vrai que pour le moment, les grands leaders sont américains. Sur lesquels c'est compliqué aujourd'hui d'être indépendant. C'est vrai. Oui. C'est vrai qu'au-delà de l'infrastructure physique, l'infrastructure, voilà, quand on parle de services, de logiciels, c'est vrai qu'on avait des champions français comme Alcatel, par exemple, et on a aujourd'hui, on en a moins. Voilà. Il y a des entreprises qui existent, mais les technologies américaines sont dominantes. Il y a eu l'histoire de VMware, par exemple, qui est arrivée l'année dernière. Je ne sais pas si c'est connu, mais bon, le VMware a été racheté par Broadcom. Il y a eu une augmentation des prix. Enfin, globalement, il y a un changement du plan tarifaire. On en a parlé, effectivement. Et les entreprises françaises ont été un peu forcées elles subissent, de payer plus, fondamentalement. Donc, oui, bien sûr. Je pense qu'on ne remet pas en cause la qualité des entreprises américaines. Je pense qu'il faut qu'on ait des entreprises françaises ou européennes qui soient au niveau pour pouvoir avoir une juste concurrence. Oui, faire jouer la concurrence. On parle beaucoup quand même, quand on pense à dépendance aux techno américaines, on parle beaucoup du cloud. Là, c'est quand même le point faible de la France et de l'Europe, non? Oui, en fait, quand on parle du cloud, ce qu'il y a, c'est que le cloud a révolutionné ces fameuses infrastructures parce qu'elles les ont amenées dans un monde logiciel, dans un monde à la demande. On parle de IaaS ou d'infrastructure as a service. C'est-à-dire que moi, ici, sur mon téléphone ou sur mon ordinateur, je peux, avec un simple bouton, provisionner, c'est-à-dire déployer des applications, des serveurs. Et ça, c'est vrai que c'est le cloud, ça révolutionne complètement les systèmes d'information. Ça a été inventé par Amazon. Et c'est vrai qu'en France, 70% du marché, c'est 3 acteurs, Amazon, Microsoft, Google. Ouais. Il reste 30% avec des acteurs principalement européens. Mais il est vrai que dans le cloud, les 3 grands acteurs sont des acteurs américains. Ouais, moi, j'avais noté ce chiffre des entreprises européennes du cloud qui ont une part de marché qui est inférieure à 5%. C'est problématique. Et puis, c'est pas faute d'avoir essayé, j'ai envie de dire, parce qu'on a eu des initiatives pour créer des clouds souverains au fil de l'histoire d'Internet et du numérique. L'Europe s'est complètement ratée à chaque fois sur ces projets. Alors, moi, je trouve que oui, il y a eu une dizaine d'années, par exemple, en France, avec la création de Numergy et de CloudWatt, la volonté d'avoir un cloud souverain. Et souvent dans le cloud, moi, je sépare la notion de cloud souverain et de cloud de confiance, qui a été poussée par l'État français en 2020 avec la doctrine cloud au centre, dont le but était de dire je veux développer un cloud et avoir tout un cadre de confiance juridique, légal, etc. Et donc, je vais assembler potentiellement des solutions qui sont aussi des solutions américaines pour fournir un service opéré, vendu par des sociétés françaises. Et je trouve que le changement, il a été là, c'est-à-dire qu'on a voulu à un moment donné peut-être traiter trop de choses en volant un cloud souverain, entièrement souverain. Et on le sait, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des composants où c'est difficile. Donc il faut être, je dirais, pragmatique et préparer le coup d'après autour de l'intelligence artificielle. Et j'ai l'impression que c'est ce qui se passe en Europe. Sur le cloud et les data centers, quoi, la messe est dite, alors on ne sera jamais souverain. En 2025, il se passe quelque chose. Je vois chez Céleste, donc nous on a une offre de cloud privée et il y a des acteurs français, comme OVH aussi, Céleste en fait partie, qui fournissent du cloud privé. Et en 2025, il y a vraiment une tendance de marché très importante qui est on a un retour vers le cloud privé en France. Et nous, en début d'année, on a signé de grandes références. Voilà, on a une activité très importante. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe, que des entreprises veulent être hébergées en France avec des acteurs de cloud souverain. C'est vrai que vous avez cité tout à l'heure, il y a eu des échecs, on va dire, de cloud souverain
il y a 10 ans, des projets qui ont été construits pour être du cloud souverain, qui n'ont pas marché. Mais aujourd'hui, CloudWatt lancé en 2012, abandonné en 2020, par exemple. Voilà, mais Ouais. aujourd'hui, il y a des opérateurs français qui ont des offres de cloud, pas que restreintes uniquement en France, parce qu'on peut fournir aussi du cloud public, mais les offres de cloud privé qu'on fournit, aujourd'hui, on sent quelque chose qui se passe. On a un retour des entreprises vers cette demande. Il n'y a pas que du cloud privé, il y a un mix entre cloud privé et cloud public, mais le cloud privé revient. Ouais. En fait, il ne faut pas chercher peut-être à reproduire le géant du cloud à l'identique de ce qui existe du côté des États-Unis, mais se positionner quand même toujours sur ce marché du cloud avec des offres sur des demandes spécifiques où on attend de la souveraineté sur la protection de données sensibles, par exemple. Absolument. Oui, absolument. Et je pense que c'est ça un petit peu la leçon qu'on a eue. C'est comment est-ce qu'on est pragmatique, on met une solution et on crée un cloud. Moi, je trouve on va créer un cloud européen avec les valeurs européennes autour de la protection de la donnée, autour du respect écologique qui est derrière. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'on a vu un marché qui est quand même très dynamique. Hein. Il y a de nombreux acteurs qui sont arrivés, en particulier en France. On a 4 nouveaux acteurs suite à l'annonce de l'État du cloud au centre. Pareil au niveau européen. Donc en fait, on a un marché européen extrêmement dynamique. Et puis il y a une nouvelle géopolitique aussi, sans doute, qui aide l'Europe à travailler sur ces sujets de souveraineté et d'indépendance. Voilà, aujourd'hui, on s'interroge. On se dit finalement, qu'est-ce qui se passe demain si nos alliés ou nos amis du cloud américain décident, je ne sais pas, effectivement, d'augmenter leur prix. Bon, ça, c'est déjà le cas. De cesser des mises à jour ou de ne pas nous offrir les mêmes services que dans d'autres pays. Aujourd'hui, vous sentez une sorte la souveraineté, d'inquiétude, j'ai envie de dire. Qui va accéder à mes données? Est-ce que je vais toujours y avoir accès? Qui va les lire? Effectivement, est-ce que j'ai une pérennité? Les données, c'est le cœur de l'entreprise. On ne peut pas en fait se passer de l'infrastructure numérique aujourd'hui dans une entreprise. Ça permet de tout faire, de facturer, de faire des clients, de communiquer avec ses fournisseurs, avec ses salariés à distance. C'est devenu critique. Et même une chaîne comme Bismart, c'est hébergé dans des data centers. Vous émettez, c'est une question de vie ou de mort aujourd'hui, les données. Et donc vraiment, il y a ce sujet je réfléchis à la souveraineté. Les entreprises se disent on a cette question en France et aussi en Suisse, parce que Céleste est présent en Suisse. Les entreprises suisses veulent les données en Suisse. C'est pareil. Dans chaque pays, on se dit on serait mieux chez soi. Même les Américains, ils se disent je veux les données chez moi avec des acteurs de mon pays. Après, ce qui est compliqué, c'est justement, vous dites il faut aller regarder dans toute la chaîne, en fait. Hein. Ça, c'est compliqué parce que sur cette chaîne, on n'a pas une transparence absolue. Le diable se cache dans les détails. Mais alors, je voulais vous emmener un petit peu avec un autre point de vue. C'est-à-dire que les Américains exportent visiblement très très bien leur technologie. Qu'en est-il de nous? Est-ce que nous, on exporte bien aujourd'hui nos technologies? On exporte bien. En matière d'infrastructure, de réseau? On exporte bien, on l'a vu, de l'infrastructure de base. Les entreprises de construction, par exemple, d'infrastructure, sont des entreprises mondiales. Je crois que aussi, il faut se dire que la France a une image dans le monde, a une image auprès de zones magnifiques que sont l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Asie. Toutes ces zones-là ont pas forcément envie d'acheter américain. Et la France a un rôle à jouer, la France a une influence. Et regardez, on a notre mot à dire. Donc c'est déjà le cas dans les infrastructures. Effectivement, dans le numérique, c'est un peu moins le cas, mais c'est pas perdu. Il y a le monde entier, ce n'est pas que les États-Unis, il y a le monde entier qui peut être un marché pour nous. Votre regard là-dessus sur je dirais que ça dépend exporter notre savoir-faire. Voilà, ça dépend des sujets. On a des leaders, par exemple, dans le domaine des équipementiers télécoms, mais c'est vrai que dans le domaine du cloud, pour le moment, effectivement, on se concentre sur le marché européen. Et là, je dis européen parce que souvent, on se concentre sur le marché local. Comment est-ce qu'on va créer un géant européen? Donc, il y a toutes les notions d'harmonisation des lois au niveau européen pour se donner finalement un cadre qui permettra d'avoir un géant européen. Une fois qu'on a ce géant européen, effectivement, comment on va aller adresser ce sujet des infrastructures de manière beaucoup plus globale. Mais voilà, moi je trouve que l'enjeu, il est vraiment d'abord d'étendre ce qu'on fait très bien en France. On a des super acteurs en France. Comment on va adresser le marché européen, puis après le marché global.
Bon, alors si, pour conclure, je vous pose donc cette question, est-ce qu'on peut encore sortir de notre dépendance dans le domaine des infrastructures? Vous avez envie de terminer par quoi? Parce qu'il y a eu une lettre ouverte aussi, je ne l'ai pas signalée, mais qui a été récemment adressée à la présidente de la Commission européenne et à la commissaire au numérique. 90 entreprises, derrière on trouve Dassault Systèmes par exemple, Airbus, des organisations comme BPI-France qui dit que l'Europe doit vraiment reprendre l'initiative, devenir plus indépendante sur le plan technologique. Quel est votre sentiment? C'est un vœu pieux ou il y a vraiment aujourd'hui une possibilité de sortir d'une dépendance? Je pense que la solution ne va pas venir des pouvoirs publics. Ce n'est pas ni l'Europe ni la France. On l'a vu avec le Cloud Boîte Numergie, quand la solution vient d'en haut, ça ne marche pas. Ça va marcher quand ça vient des entreprises. C'est les entreprises qui font les révolutions. DeepSeek, c'était une entreprise chinoise. ChatGPT, c'est les innovations. Donc c'est à nous d'être bons, c'est à nous d'être meilleurs. Céleste, Capgemini, les entreprises du numérique. Il faut qu'on ait des offres meilleures que les autres. Et c'est ça qui va marcher, c'est tout. Ça ne peut pas être décrété par la Commission européenne. Ouais. Voilà. Alors moi, je trouve qu'il y a une position peut-être un peu plus neutre. Je trouve qu'on a des super entreprises en France et en Europe. On a cité plusieurs Capgemini, mais dans le domaine de l'IA, par exemple, je pourrais citer un Mistral qui est Je trouve que c'est intéressant d'aller très loin, ce qu'a fait la France autour de la doctrine Cloud Ocean et de SecNumCloud, qui a vraiment ouvert la voie en France. Il faut que l'Europe suive, et donc ce dont tu parlais, là, c'est la volonté d'avoir au niveau européen ce qu'on appelle EUCS-I, c'est-à-dire un cadre aussi fort que celui de SecNumCloud, pour nous protégera. Exactement, pour nous protéger des lois extraterritoriales. Et je trouve que ce qu'a très bien fait la France, voilà, si l'Europe peut nous permettre de nous protéger ou d'ouvrir ce marché, ça va aider tout le monde à accélérer et d'aller beaucoup plus vite. Donc il y a le politique, il y a l'innovation, et puis il ne faut pas avoir peur aussi de montrer qu'on est bon. Voilà, dans certains domaines, sur certains secteurs, parce que les Américains, ils montrent les muscles, ils font beaucoup de marketing. Est-ce que c'est pas aussi ça qui pêche un peu? Absolument, il faut qu'on soit fiers de nous, il faut nous fiers de ce qu'on fait. On fait des choses magnifiques. Le monde entier regarde la France. Le monde entier, quand on va partout dans le monde, les gens veulent acheter des produits français. Les marques françaises sont extraordinaires. On a les meilleures marques du monde. Donc soyons fiers d'être français, on va y arriver. Aujourd'hui, ce n'est pas un frein donc d'être français. Non, ce n'est pas un frein. Au contraire, je pense que ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut fournir des solutions françaises avec les valeurs françaises, des valeurs européennes. Et c'est ça qui fera la différence par rapport à des acteurs qui ont une vision peut-être différente. Il faut être fier d'être français, il faut être fier de nos valeurs et mettre ça au cœur de nos solutions technologiques. Mais j'ai l'impression que ça marche effectivement à l'extérieur. Quand je vous parle de l'exportation de nos technologies, à l'intérieur, en France, sur notre propre marché, c'est plus compliqué quand on est une boîte française quand même. Enfin, c'est ce que j'entends moi. Pour le marché du numérique, c'est un marché qui croît. Accéder au carnet de commandes, notamment de l'État, par exemple. On a un marché qui est en croissance. L'usage du numérique pour une entreprise augmente chaque année de 30%. Donc, tout simplement, voilà, c'est une révolution. On en est au tout début. Donc, voilà, il y a des balbutiements. Mais c'est un marché qui est en développement incroyable. Les entreprises aujourd'hui sont sous-investies en numérique. Elles vont devoir faire une révolution d'investissement dans le numérique. Aujourd'hui, elles se font massacrer avec les cyberattaques parce qu'elles ne sont pas équipées. Donc les entreprises doivent s'équiper, elles doivent investir. C'est un marché gigantesque qui est en train de s'ouvrir. Merci beaucoup à tous les deux, Guillaume Renaud, Capgemini Invent et Nicolas Aubé de Céleste pour vos éclairages. C'était donc l'épisode 1 de notre série sur la dépendance aux technologies américaines. On suit ça pendant tout le mois. Merci beaucoup encore à tous les deux. On enchaîne avec notre focus sur le monde du libre. On termine cette édition avec un regard sur le monde du libre, offert par Jean-Paul Smets, le PDG de Rapid Space. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Aujourd'hui, tu nous emmènes dans l'espace. Bah oui, en fait, contre toute attente, l'espace a déjà été conquis par le matériel libre et le logiciel libre, puisque le 18 mai 2017, UPSat, satellite 100% libre construit par l'université de Patras et la Libre Space Foundation, a été lancé depuis la Station spatiale internationale. Et 30 minutes après être sorti de l'ISS, les sous-systèmes se sont mis en route. Il s'est mis à transmettre des données au sol vers le réseau de stations de base SatNogs. Les expériences scientifiques ont démarré, tout a fonctionné. Et c'est comme ça qu'a été lancé le premier satellite libre, 100% libre. Voilà, c'est extraordinaire. Et alors, comment est-ce qu'on construit un satellite ? Alors en fait, c'est un peu comme un PC, et ça qui est surprenant.
les PC d'assemblage, on prend une carte mère micro ATX, un boîtier, on met une alimentation, etc. Là, c'est pareil. Et le standard, c'est pas ATX, c'est CubeSat. C'est un standard qui a été créé par le professeur Jordi Puig-Soary et le professeur Bob Twiggs à l'université de Stanford. Ça date de 99. C'était l'époque de la pleine explosion de l'idée de logiciel libre et de partage des connaissances. Donc, il y a des gens qui ont dû se dire à l'époque, faisons quelque chose de libre dans le satellite. Donc, c'est un cube de 10 cm de côté, c'est tout petit. Et c'est devenu en 2017 même un standard, le standard ISO 17770-2017. Et grâce au fait que l'on a aujourd'hui un standard dans les formes de satellites, on peut passer d'une fusée à l'autre quand on veut le lancer. Au moment de la mise sur orbite, les dispositifs de mise sur orbite sont compatibles et on a comme ça assisté à une réduction des coûts de lancement d'un satellite et de construction qui font qu'aujourd'hui, ça peut coûter de l'ordre de 50 000 € de construire le satellite et 50 000 € de le lancer. Donc on est au prix d'une berline. Ouais. Et ça contient quoi un satellite UPSat? En fait, il y a toujours 5 composants de base dans tous les satellites, plus le reste. Donc les composants de base, c'est la mécanique, l'ordinateur de bord, on a le système de navigation, le système de gestion du courant et le système de communication. Et dans UPSat, tout est européen. La partie mécanique, en fait, ce sont des armatures d'aluminium et des panneaux en fibre de carbone renforcée, un peu comme dans les A350. Tous les pans sont publiés en ligne. Si on a des machines-outils et des autoclaves, on peut le fabriquer soi-même. L'ordinateur de bord, ils ont pris un microcontrôleur STM32F4 de chez ST Micro, le microcontrôleur européen probablement le plus vendu au monde. On a 250 kilooctets de RAM, 40 000 fois moins que dans son laptop. Le système, c'est pas Linux, c'est FreeRTOS, qui est encore plus petit. Alors après, le système de navigation, lui, il sert en fait à orienter le satellite pour qu'il sache d'une part où il est et qu'il se mette dans la bonne direction quand il est en train de tourner autour de la Terre. Le système de communication sert en fait à recevoir des ordres ou à transmettre les images. Et donc, pour ça, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont encore pris un STM32F4 et ils ont ajouté un transceiver. C'est ce qui fait de la conversion numérique analogique vers des ondes radio. Donc, c'est le même genre de technologie que de la 4G ou de la 5G virtualisée, mais avec des débits plus faibles. Et donc, le dernier composant, qui est le composant de gestion de la puissance électrique, c'est en fait très important, c'est un des plus compliqués. Il y a des batteries, il y a des régulateurs, parce qu'il n'y a pas d'électricité dans l'espace, donc il y a des panneaux solaires, il faut contrôler les panneaux solaires. Si on perd quoi que ce soit, on perd le satellite. Et donc, dans le cas de UPSat, c'est moins de 10 watts au total. Donc, c'est 2 à 3 fois moins qu'un smartphone, 10 fois moins qu'un ordinateur portable. Et donc, c'est comme ça que UPSat a été fabriqué. Alors, on rajoute un deuxième module, par exemple, pour les expériences scientifiques, pour la caméra, mais la base, c'est toujours la même, une base, plus des extensions, comme dans un PC, une carte mère et des cartes PCI. Et donc tout est libre. On retrouve qui derrière ce projet? Donc on a d'une part l'université de Patras, c'est une ville en face de Delphes, la Libre Space Foundation à Athènes, dont la mission c'est que l'espace appartienne à tout le monde et que tout le monde puisse aller le concourir avec du libre. Et la Libre Space Foundation est également à l'origine du réseau SatNox, qui est un réseau en fait de stations de base collaboratifs utilisés par les startups, utilisés par l'Agence spatiale européenne pour des nouveaux projets. Ils en ont plus de 200. Ce réseau de stations de base est lui-même libre, avec des Raspberry Pi comme base. Et le 1er octobre de 2023, la Libre Space Foundation a encore lancé un autre satellite libre, le satellite Cubic. Super, mais qu'est-ce que ça peut changer finalement d'avoir du libre dans l'espace? Alors en fait, ce que ça change, c'est que désormais, un petit État, une association de protection de l'environnement, un groupe de malfaiteurs ou une entreprise ou toutes sortes de gens très différents peut décider de construire son propre satellite et de le lancer. Et aujourd'hui, toutes les briques font que c'est faisable en moins d'1 an. Avant, c'était plutôt 7 ans. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'avec des entreprises comme Interorbital System, ces entreprises vendent un kit satellite de base, un peu comme le barebone d'un PC, plus lancement, pour le milieu académique, pour 22 000 $. C'est moins cher qu'un équipement de test 4G ou un équipement électronique d'analyse de spectre. Donc aujourd'hui, le prix d'une expérience de lancement d'un satellite open source, en fait, est tellement bas qu'on peut le donner en mémoire à des étudiants dans les universités scientifiques. Merci beaucoup Jean-Paul Smets pour ces découvertes. Je rappelle que vous êtes le PDG de Rapid Space. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était le lancement de notre série sur la dépendance aux technologies, aux techno américaines. On continuera cette série pendant tout le mois. À très vite.